Interview nomade. Bonjour Philippe, Bonjour Karl, tu vas bien? ça va et toi? Ouais. Merci de me recevoir pour une petite interview. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Eh ben, je m'appelle Philippe Gouret, je suis gérant d'une entreprise qui s'appelle Enedal, basée à Plessé, et qui est spécialisée dans les énergies renouvelables, panneaux photovoltaïques, solaires thermiques, principalement en site isolé. Principalement site isolé, donc c'est des sites où on peut pas être accordé par le réseau. Voilà, Ok, voilà, il n'y a pas de solution outre, ou alors des décisions de gens qui ne veulent pas dépendre d'un fournisseur extérieur d'électricité. ok. Enedal, ça veut dire quelque chose ou Pas vraiment. Il y a énergie, il y a. Et puis bon, et puis il n'y en a pas d'autres en France, donc c'était une bonne raison pour choisir ça. Ok. T'as créé cette entreprise il y a combien de temps? Alors Enedal date de maintenant à 14 ans. D'accord. Et avant? Avant 14 ans? Avant 14 ans, j'ai été salarié pendant un an et demi, et encore avant, j'ai eu une entreprise pendant 20 ans auparavant. D'accord. Comment elle s'appelait? Aurelec. Et Aurélec. elle existe toujours en fait, je l'ai vendue. D'accord. Et tu travaillais déjà à cette époque-là sur du Non, photovoltaïque, je travaillais sur de la sécurité électronique. sécurité Voilà, électronique. principalement sur des sites industriels, commerciaux Ok. Donc, et voilà. ok. Ton parcours d'études, du coup, tu as fait des études en électronique, J'ai j'imagine? fait des études d'électronique, oui, j'ai fait un BTS d'électronique. Et Ouais, puis après, quand j'ai monté l'entreprise, j'ai fait, comment dire, j'ai une formation de gestion d'entreprise, j'ai fait à l'IAE de Nantes. d'accord. Qu'est-ce qui t'a motivé à monter une entreprise? Bah, j'ai toujours été un gros travailleur, Ouais, donc je me suis dit, bon, tant qu'à faire, vu que je travaille beaucoup, autant en profiter moi-même que ce soit à fond perdu ok. pour des patrons qui ne sont pas toujours reconnaissants. Ouais, Et voilà, j'ai monté. Donc, les différentes entreprises que j'ai montées ont eu. La première que j'ai montée est montée à 25 salariés. Et la seconde, Enedal, on était 13 en fait. Aujourd'hui, je suis tout seul. d'accord. Donc il y a une perte de... Oui, bah, disons que j'ai une envie d'aller jusqu'à la retraite un petit peu plus tranquille, Ouais, hein, puisqu'avoir des salariés, ça oblige à continuer à développer, à avoir une action marketing et surtout à travailler encore plus. Hein, plus on a de salariés, bizarrement, plus on travaille. ouais, bizarrement. Oui, donc vu que j'avais décidé de lever le pied, enfin pour mon cas, moi, vu que j'avais décidé de lever le pied, j'ai préféré, et puis bon, avec les problèmes liés aux énergies renouvelables qui sont toujours en fonction un peu des décisions politiques, et ça veut dire que bah, on repart chaque année avec des nouvelles décisions. Donc c'était très compliqué, et tout seul je m'en sors beaucoup mieux. D'accord. J'ai vendu, on en avait aussi une partie sécurité électronique en fait au sein de Unital que j'ai vendu il y a 6 ans. Mhm. Et puis aujourd'hui, et puis la partie photovoltaïque, bah, au fil du temps, les gens sont partis, soit en retraite, soit en montée en entreprise. Et puis voilà, donc je me retrouve tout seul depuis 3 ans maintenant. D'accord. Ok. On va parler aujourd'hui vraiment d'autonomie, de cette partie photovoltaïque qui est ton rayon. T'expliquais qu'avant tu faisais dans la sécurité. Qu'est-ce qui t'a motivé? Comment tu t'es retrouvé à faire du photovoltaïque? Ben, c'est un secteur d'activité qui m'a toujours intéressé, voire passionné, puisque j'ai acheté mon premier panneau solaire il y a 40 ans maintenant. Donc j'ai fait déjà des petits montages et puis l'opportunité en fait l'opportunité qui a été prise par les différents gouvernements pour favoriser l'installation de photovoltaïque il y a une douzaine d'années en fait, a fait que bah, j'ai saisi le créneau au vol. D'accord. Et ce qui nous a fait démarrer dans de bonnes conditions toute cette activité, bien que ça n'a pas duré très longtemps puisque les décisions politiques après ont été autres. Et, mais bon, c'est pour ça aussi que je me suis spécialisé un peu plus dans le site isolé parce que ça m'intéresse beaucoup mieux au niveau technique que de faire de la bête revente sur AEDF. D'accord. Donc quand tu dis bête revente, c'est en gros des toits blindés de panneaux, genre chez beaucoup d'agriculteurs, on peut en voir quand on Voilà, se bah oui, il balade. y en a énormément.
Et puis bah, tout ce qui était fait au niveau des particuliers aussi, ce qu'on appelait les 3 kilos, c'était une bonne affaire pour le particulier. Mais bon, quand on réfléchit un peu, c'est pas très moral, puisqu'on achète de l'électricité à 60 centimes aux particuliers, enfin EDF achète à 60 centimes, et puis nous le revend 15 centimes en moyenne. Donc il y a forcément quelque chose, une déperdition qui est payée par le contribuable, donc tout ça, ça me plaît pas trop. Ouais, éthiquement, c'est pas. Non. Donc aujourd'hui, bah, on fait du site isolé, mais on fait aussi de l'autoconsommation, c'est-à-dire que les gens consomment ce qu'ils produisent. Et au niveau éthique, et puis dans l'idée, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup mieux. D'accord. Tu dirais que quand tu as lancé ton entreprise, le pourcentage de gens qui souhaitaient revendre et le pourcentage de gens qui souhaitaient être autonomes, Ah bah, c'est c'est pas quoi les dur, c'était chiffres? 95% de gens qui souhaitaient revendre. En D'accord. fait, c'était présenté, ben, il y avait un énorme effort marketing fait par des confrères qui ont vu le créneau se monter. Et en fait, c'était vendu comme un placement financier, puisque le D'accord. contrat est sur 20 ans. Hein, on rachète 60 centimes, on amortissait en 7 ans. Et après, bon, bah, en gros, à 3 kilos bien exposés, ramène aujourd'hui 2000-2200 euros net d'impôts. Donc c'était une excellente opportunité, le meilleur placement Par an? qui a eu, oui, le meilleur placement qu'il y a eu depuis 20 ans. Donc effectivement, y compris pour les agriculteurs, c'était le même système, c'était 60 centimes à l'époque, dans les années 2010, 2008-2010. Et donc bah, il y en a énormément qui ont fait, hein. Rien n'était trop cadré. Il y a eu des hectares de panneaux solaires installés à cette époque-là, un peu par n'importe qui au niveau entreprise qui se sont montés de droite et de gauche et qui ont vendu un peu n'importe quoi, fait n'importe comment. Hein, c'est ce qui a fait aussi, ce qui a dévalorisé aussi le photovoltaïque d'une époque. Ok. Comment t'expliques le côté psychologique des gens qui passent peut-être d'un état d'esprit à vouloir se faire de l'argent effectivement en revendant de l'électricité au basculement de gens qui se disent bon, on veut sortir de ce système-là et on préfère être autonome? Bah, c'est toujours aussi comment la chose est présentée aux gens. Hein, quand on présente c'était beaucoup plus vendeur parce que la plupart des gens, en fait, bon, bah, l'écologie, on s'y intéresse, mais à la limite, si c'est son portefeuille qu'on regarde de premier. Donc la démarche commerciale a été faite sur le placement financier. Donc et c'est vrai qu'il y a eu des plans de vente de mis en place, c'est imparable, quoi. Le banquier pouvait passer après, avec ses petits placements avec les épargnes, c'était pas bon. Donc c'était vendu comme ça. Et moi, j'ai jamais vendu comme ça, je vendais plus par souci écologique, mais en fait, les gens, ce qu'ils voyaient, c'est ce que ça leur rapportait. D'accord. Hein, il y en avait très très peu, je dirais qu'il y avait 5% qui le faisaient par souci d'écologie. Mais tous les autres, c'était vraiment pour le gain financier. Ok. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Hein. D'ailleurs, en autoconsommation, là, on a affaire à vraiment des gens qui veulent faire une démarche écologique ou qui veulent être autonomes, moins dépendre des fournisseurs d'électricité. Du réseau, ouais. Ouais. Mm. Tu parles d'écologie. Bon, on sait que les panneaux, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus propre. Comment tu vois ça, toi, de ta fenêtre, entre avoir des panneaux pour pas carburer au nucléaire et du coup, au passage, être un peu plus autonome, Mm. mais devoir acheter quand même des batteries et des panneaux qui sont pas complètement neutres en fabrication? Comment tu réfléchis tout ça, toi? Bah, le panneau, en fait, le retour énergétique d'un panneau, en fait, le temps de production qui va amortir en fait l'énergie qu'il a coûté à produire, c'est à peu près 7 ans. Il y en a qui disent 3-4 ans, mais c'est faux. C'est à peu près 7 ans. Donc au bout de 7 ans, en fait, son impact écologique au niveau énergétique est Neutre? neutre. Par contre, après, le souci, c'est que c'est pas des matières tout à fait neutres qui sont dedans, c'est du silicium. Donc là, il n'y a pas de problème. Il y en a partout, mais il y a aussi du cadmium, du brome, enfin des choses qui sont un peu moins propres. Aujourd'hui, le retraitement, c'est pas encore tout à fait ça. Par contre, la durée de vie des panneaux, alors beaucoup de gens pensent que ça va durer 20 ans. En fait, ce qui dure 20 ans, c'est le contrat avec EDF. Un panneau, j'en ai un qui a 40 ans, qui fonctionne toujours. Effectivement, il est moins productif qu'il y a 40 ans, mais il fonctionne toujours. Donc la durée de vie, ça peut durer 50 ans. Par contre, se posera un jour le problème du retraitement. Ouais.
Et Parce qu'aujourd'hui, on ne sait pas quoi en faire. bah, aujourd'hui, il y a des centres de retraitement, mais qui ne tournent pas vraiment parce qu'on n'en a pas retraité, il n'y en a pas des masses à retraiter. Donc on ne sait pas trop. Là, 90% des panneaux aujourd'hui sont fabriqués en Chine. Voilà, donc Et eux font de l'électricité au charbon enfin, ils ont beaucoup de photovoltaïques aussi. aussi. Ouais, ouais. Ils ont beaucoup de photovoltaïques, ils font de l'électricité au charbon, oui, et ils achètent au charbon, entre autres en Australie d'ailleurs. Ouais, puis on voit ce que ça donne. C'est rigolo. Ouais, ouais, c'est le plus gros producteur mondial de charbon. Est-ce que tu as un avis sur le nucléaire? Qu'est-ce que tu en penses? Eh ben, le nucléaire, à la limite, ça peut être une énergie propre au niveau de la production, puisqu'on n'émet que de la vapeur d'eau. Hein. Alors, il y a deux problèmes conséquents, c'est qu'on chauffe de l'eau, donc il y a quand même un impact au niveau du réchauffement climatique. Et puis, il y a le problème des déchets. Les déchets, là, aujourd'hui, on les stocke, on ne sait pas quoi en faire. Et, et puis, le problème sera pas réglé tout de suite. Je pense pas, non. Hein, et bon, pour moi, c'est pas une solution. C'est pas une solution et les démantèlements coûtent une fortune Hmm. et durent 20 ans. Durent 20 ans. Il y a des centrales nucléaires aujourd'hui qui sont arrêtées depuis quasiment 35 ans qui ne sont pas démantelées. T'as un exemple? Bah, Brindis, la plus vieille centrale nucléaire de France, carrément, Ouais. hein, elle n'est pas démantelée. Elle est toujours. Elle Donc elle est à fonctionne plus. l'arrêt. Elle est à l'arrêt depuis 82 ou 83, je crois. Et aujourd'hui, ben, Il n'y a pas un boulon qui a bougé. non, non, non. Donc elle est toujours gardiennée. C'est mignon. Elle a une nounou. Tu disais que maintenant, le plus gros de ta clientèle, c'était des gens qui étaient en site isolé ou qui souhaitaient être un peu plus Un peu plus indépendants. autonome, oui. Voilà. Comment on réfléchit une installation électrique? Si quelqu'un souhaite faire appel à tes services ou à un tierce, comment tu leur expliques le principe en fait? Bah, le principe, c'est déjà quand on est un gros consommateur, être autonome, ça va poser énormément de problèmes. Ça va être un budget colossal, quoi, Donc quand tu dis pour, gros consommateur, c'est qu'on a beaucoup gros de cons- jouets électroniques ou électriques qui Voilà, vont... c'est-à-dire que j'ai des clients où je fais des installations qui voulaient de l'autonomie, mais qui n'ont pas d'autonomie parce qu'ils consommaient, en gros, ils consommaient 7-8 000 kWh par an. D'accord. Voilà. Donc on a ramené de moitié en fait la consommation, mais c'est quasiment impossible. C'est pas impossible. Mais le budget, il y avait un budget de 60 000 ou 70 000 euros pour être autonome complètement quand on a ces consommations-là. Donc là, tu viens de dire 7 à 8000 kWh. Pour ceux qui vont écouter ça et qui ne se rendent pas compte de ce qu'est un kilowattheure, est-ce que tu aurais une image ou une comparaison Ben, que les gens puissent comprendre, bah ça consomme tant. Je me rends compte de ce que ça fait. euh, oui, Ah, le téléphone sonne. Par exemple, je sais pas moi, par exemple, une bouilloire pour faire chauffer de l'eau. une bouilloire, c'est 1000 watts minimum. 1000 watts. Ah, il y en a à 1500. 1000 watts minimum. Bon, ça va pas enfin, ça va consommer 1000 watts en une heure. D'accord. Hein. Donc ça fait 1 kWh. Le seul truc, c'est que ça ne va pas fonctionner une heure. On ne fait pas marcher une bouilloire une heure. Non. On va la faire marcher 10 minutes, un quart d'heure. Donc en fait, quand on se fait chauffer une tisane ou n'importe quoi, on va consommer 250 Wh. D'accord. Hein. Donc là, c'est rien. Par contre, un four électrique qui consomme en gros 2000 watts, un peu plus pour certains aussi, généralement, on le fait marcher minimum une heure. Bon, ben là, on va manger 2 kWh. Hmm. Un écran plat. Un écran plat, c'est à peu près une centaine de watts. Donc si on regarde la télé allez, 4 heures par jour, on va consommer 1,5 kWh à peu près. Et ce qui, du coup, toi, tu expliques, on se connaît un petit peu, donc on va préciser, mais tu expliques en fait aux gens qu'il faut qu'ils fassent la liste de ce qu'ils souhaitent brancher et de la puissance que ça va demander. Voilà, C'est comme ça que tu procèdes en fait. exactement, exactement. Et en fonction de ça, en fait, ben, on dit ce qu'on peut mettre en face pour économiser, ou eux, l'effort qu'ils peuvent faire justement pour optimiser leur consommation.
Est-ce que pour être réellement autonome, il faut quand même se rendre un peu compte de la puissance électrique qu'on souhaite installer et peut-être faire des choix de débrancher des choses ou de se séparer de certains matériaux? Oui, alors quand on fait de l'autoconsommation, déjà, on va produire énormément en fait en milieu de journée. Donc c'est bon bah là, il faut dire un petit peu adieu aux heures creuses, faire fonctionner sa machine à laver à 14 heures. Donc Hein. quand tu dis autoconsommation, c'est en gros on consomme l'énergie que Ce produisent qu'on nos panneaux. produise, exactement. Ok. Hein, donc là, on sait qu'ils vont produire entre 11 heures et 15 heures, ça va être le top de la production, quoi. Et donc c'est là qu'il faut consommer l'énergie produite. Si on ne la consomme pas, en fait, elle repart dans le réseau EDF. Et puis, bon, bah, c'est cadeau pour EDF. C'est de l'énergie qu'on leur donne gratuitement. Exactement, exactement. Ok. Et puis eux, par contre, eux, ils la revendent. Et eux, ils la revendent. C'est quoi le profil des gens qui font appel à tes services? C'est tous des gros consommateurs Pas forcément, d'électricité? C'est des gens qui font plutôt pas attention? forcément. C'est des gens souvent concernés déjà par le réchauffement climatique, qui veulent faire un effort à ce niveau-là, qui veulent moins dépendre, pas forcément des gens qui ont des budgets énormes ou même des petits budgets, hein. C'est vraiment très très varié au niveau de la population intéressée. Effectivement, on est une clientèle un peu captive, tous les gens qui ont un gros souci d'écologie, qui veulent carrément aller vers l'autonomie. Mais, bon, bah, c'est pareil, hein, c'est très difficile, l'autonomie c'est très difficile. Donc Ou c'est très cher. pour être autonome, là, j'ai deux questions. La première, je voudrais revenir sur ce que tu disais de lancer par exemple sa machine à laver. Comment on fait quand on lance sa machine à laver quand on n'est pas là? On a des panneaux, mais Mhm. on est au boulot, on n'est pas là. Comment on fait? Alors bon, la plupart des machines maintenant, les machines récentes depuis 4-5 ans, ont tous des départs différés. On a un petit programmateur, on fait un départ différé pour que ça démarre pile poil quand on va produire au maximum. Bon, bah, s'il y a du temps gris ou qu'on ne produit pas trop, la machine elle démarre quand même. On peut regarder le soleil. Par contre, après, on a des petits automates qui nous permettent de démarrer automatiquement des circuits, mais il faut que la machine, pour ça, il faut que la machine soit adaptée. Parce que les machines modernes, en fait, c'est souvent des gros programmateurs. Donc, si on coupe le jus et si on a fait un programme qu'on coupe le jus et qu'on remet, c'est pas sûr sur toutes les machines qu'elles gardent en mémoire le programme. Hein, surtout Ok. si on diffère, si on n'a pas fait de démarrage. Donc, il y a des solutions, il y a des petits automates qui permettent d'optimiser tout ça, de faire des télécommandes avec des prises radiocommandées, hein, et puis avec des petits logiciels qu'il faut paramétrer en fonction de la durée, de la consommation. C'est pareil, on peut programmer aussi pour des recharges de véhicules électriques, Mhm. hein, pour programmer le démarrage. Là, c'est un gros consommateur, hein. Puisque en moyenne, pour recharger une voiture, il faut 2 kWh et ça dure à peu près entre 8 et 10 heures. Qu'est-ce que tu en penses des voitures électriques justement? C'est bien, c'est agréable à conduire. Et d'un point de vue plus technique? C'est, oui, la recharge coûte pas très cher, puisqu'en gros, on doit recharger pour faire 300 km, ça doit coûter 4 euros à peu près. Ouais. Donc c'est intéressant à ce niveau-là. Le problème qu'on risque d'avoir, c'est le problème du lithium, des batteries lithium déjà, où on ne sait pas trop le recycler aujourd'hui. Et puis, c'est pas inépuisable non plus. Il y a un effet de cloche quoi. Oui. On passe par un maximum de production, puis à un moment donné, il n'y en a plus. Donc quand il n'y en a Oui. plus, il n'y en a plus. Donc là, on est encore très loin d'y être, mais on verra ce que ça donne dans l'avenir. Bon, en plus, ben, on ne résout pas vraiment le problème parce qu'on va consommer de l'énergie pour les recharger. Aujourd'hui, on n'a pas le réseau suffisant. S'il y a 1 million de véhicules électriques, on a, ça va à la centrale nucléaire, il faudra en installer d'autres. Ouais. Tu sais que le gouvernement a un projet à ce sujet-là, ils en parlent pas, mais Oui, ils bien sont en sûr. train de Les tabler EPR, sur bien sûr. une nouvelle création plein partout de centrales Oui, nucléaires. oui, oui. Et puis, ouais, mais ils attendent de dire, ben, on n'a pas le choix, puisque normalement le gasoil, le diesel est interdit à partir de 2024. Et puis, enfin, les diesels, les voitures neuves, diesel. Mhm. Il n'y en aura plus en vente. Et pour les voitures, les moteurs thermiques, donc essence, c'est 2030.
bon, mon avis, mon avis c'est qu'on ne sera jamais prêt, ça ne se fera pas. Mais bon. Bizarrement. Mais c'est vrai que si on passait au tout électrique en 2030, je vois pas trop, hein. Ouais. Oui, non, on aura d'autres problèmes à mon avis, mais c'est là où ils ressortiront certainement leurs EPR et puis autre chose comme ça pour en installer d'autres. Est-ce que d'un point de vue économique ou écologique, pour toi, c'est censé, si tout à chacun, n'importe quelle personne qui se fait construire une maison, qui a déjà une maison, se faisait installer des panneaux? Si sur tous les toits de France on voyait des panneaux, est-ce que pour toi c'est quelque chose de réaliste et sinon quelles limites ça pourrait avoir tout ça? Bah, ce sera réaliste, oui, pour moi ce serait bien que tout le monde ait au moins 4 panneaux, c'est-à-dire à peu près 1 kilowatt. 1 kilowatt déjà d'installer sur son toit. Avec ça on fait quoi avec 1 kilowatt? On peut être autonome de quelle Ben, façon? c'est compliqué, puisqu'en fait, quand on parle d'1 kilowatt, c'est 1 kilowatt crête. C'est-à-dire que les panneaux, le maximum qu'ils vont pouvoir produire, c'est 1 kilowatt Mhm. au milieu de la journée. S'il y a du soleil, c'est-à-dire qu'ils peuvent produire entre 0 et 1 kilowatt. Donc on ne va pas faire grand-chose, mais où il faut réfléchir, c'est sur le nombre qui vont être installés. Si on a, si on a 1 million d'habitations qui ont 1 kilowatt, eh ben, c'est sûr que ça va être représentatif dans la production d'électricité nationale. D'accord. Hein, à l'échelon individuel, ça ne va pas faire des grosses économies. Mais il faut voir que Mais au ça niveau peut, national, au ça niveau transforme le national, paysage. bien sûr, Ok. bien sûr. Euh, Sachant que par contre, bah, tout le monde va produire en même temps. Puisque quand il y aura du soleil, tout le monde va produire en même temps. hmm. Donc ça ne peut pas être une solution unique. Il faut la doubler avec autre chose. Voilà, hein, on sait que maintenant, mais c'est plutôt aux gens qui gèrent l'énergie, et puis c'est le gouvernement qui travaille là-dessus, savoir comment élaborer une politique pour que ça fonctionne tout ça. Ok. Depuis la RT 2012, on voit des maisons poussées avec des panneaux, ce qui est quelque Mhm. chose d'obligatoire maintenant. Ouais. Qu'est-ce que tu en penses de ces panneaux-là? Généralement, ils sont deux. Oui, en fait, la RT 2012 oblige à avoir un système d'énergie renouvelable. C'est-à-dire qu'il y a énormément de constructeurs de pavillons, de pavillonneurs, installent un panneau, uniquement pour être conforme à la RT 2012. C'est quoi ce panneau? Quelle puissance? C'est pour Généralement, faire c'est du joli? 300 watts parce que c'est les panneaux standards. Hein. C'est pas pour faire joli, c'est uniquement que ça leur permet d'avoir la RT 2012 à un moindre coût. Bien sûr, mais pour le consommateur derrière, pour celui qui achète ça, ça lui change quoi dans sa vie à lui? Ça va lui enlever un petit peu de consommation, Ouais, hein, mais ça va lui enlever en gros 300 Wh par an. ouais, Hein, donc 0,3 kWh. c'est pas grand-chose. Bah non, sur une maison moderne à l'heure actuelle, si les RT 2012 c'est 50 watts au mètre carré, si elle fait 100 mètres carrés, Mm. ça va faire 500 kWh. Hein, donc 0,3 là-dessus. Bon, Tant qu'on en est sur les maisons, donc la RT 2012, comme tu viens de dire, elle oblige à avoir un moyen un moyen, un moyen de en production, énergie voilà. renouvelable. Mais Euh, ça peut être un chauffe-eau thermodynamique. c'est ça, c'est Ce là où qui je voulais en venir. est un peu aberrant, mais bon. C'est maintenant, tu as le choix entre en gros avoir un ballon solaire, Hum, donc un ballon qui est chauffé par des panneaux solaires qui sont installés à côté, ou un ballon thermodynamique. oui, T'en penses quoi du thermodynamique? que du mal. Alors développe. Bah, un thermodynamique, en fait, le gros intérêt, en fait, il va consommer 4 fois moins qu'un ballon électrique standard. En gros, hein, ça dépend des marques, de tout un tas de systèmes. Donc à ce niveau-là, c'est intéressant, puisqu'au lieu de consommer à peu près chauffer de l'eau pour une maison de 4 personnes, ça coûte à peu près 400 euros par an. Bon, bah là, si on dépense que 100 euros, c'est pas plus mal. Donc à ce niveau-là, rien à dire. Le problème, c'est que pour l'instant, c'est très cher, ça coûte 3500 euros, que c'est ni plus ni moins qu'un ballon électrique avec une pompe à chaleur au-dessus. Donc la pompe à chaleur et le ballon ont une durée de vie quand même, je dirais, d'une dizaine d'années. Et quand on change, eh ben, on change tout. C'est-à-dire qu'on remet 3500 euros au bout de 10 ans. Parce que c'est pas réparable. Ça peut être réparable, mais si le, euh,
compte tenu des modèles qui existent actuellement, je pense que la plupart seront changés dans les 10 ans. D'accord. Donc Et pour moi, la vraie solution au niveau chaude sanitaire, c'est le chauffe-eau solaire. alors comment ça fonctionne un chauffe-eau solaire? Et ben ça fonctionne, on met des capteurs sur le toit qui vont capter le rayonnement infrarouge du soleil. Donc il ne faut pas forcément du soleil d'ailleurs, hein, c'est plutôt plus efficace qu'un panneau photovoltaïque à ce niveau-là. Par temps gris, on peut monter à 35 degrés. Hein, et par temps gris avec une température de 9 degrés. Ouais. Hein, on a pu le voir tout à l'heure, ils étaient à 25 degrés alors qu'on avait 10 degrés dehors. Mm. Donc il faut juste expliquer que c'est différent. Tu as les panneaux thermiques pour produire de Voilà, l'eau donc là on chaude, va chauffer de l'eau. et à côté, tu as des panneaux photovoltaïques pour Qui vraiment vont la faire de partie électricité. Voilà. Voilà, c'est pas les mêmes. Non. Ok. Et du coup, techniquement, un ballon solaire, hormis que ça capte la luminosité et la chaleur pour faire chauffer de l'eau, ça fonctionne comment? C'est quoi la différence de fonctionnement technique entre Eh ben, le ballon solaire et le ballon thermodynamique? alors, le ballon thermodynamique, c'est une pompe à chaleur, c'est purement électrique. Ben, tout est électrique, donc on n'a pas du tout de chauffage autre que l'électricité. Le seul intérêt, c'est que ça consomme 4 fois moins. Ça consomme moins. Le solaire thermique, en fait, eh ben, on va profiter du rayonnement solaire. Donc ça veut dire que du mois de mars au mois de novembre à peu près, on va être autonome à 90%. Ouais. On paye pas l'eau chaude, on paye l'eau, mais on paye pas la chaleur qui sert à... Voilà, on va pas payer, on va juste payer l'énergie pour alimenter une petite pompe qui doit consommer 50 watts. Mhm. Donc on va consommer 50 watts pour produire de quoi chauffer 300 litres d'eau. Est-ce que le ballon solaire fonctionne de la même façon qu'un ballon, on va dire, ordinaire? C'est-à-dire que quand tu allumes ton ballon ordinaire, tu prends ta douche, l'eau qui est dans ton ballon diminue, ta résistance ou ta pompe à chaleur continue à chauffer en permanence pour continuer à réchauffer l'eau qu'il y a dedans. Est-ce que le ballon solaire, il fonctionne de la même façon? Alors, le ballon solaire, il ne fonctionne pas tout à fait de la même façon. En fait, on privilégie toujours la, la consommation de eau chauffée par le soleil. On est obligé pour l'hiver d'avoir un appoint. Donc la plupart du temps, c'est une résistance électrique qui est dedans. La résistance électrique, en fait, doit chauffer un tiers du ballon, et non pas la totalité du ballon. Ce qui fait qu'on va consommer l'eau en haut du ballon qui va être chauffée. Donc on aura de l'eau à la température voulue, à 60 degrés. Et dès qu'on va avoir du soleil, en fait, elle va déjà nous préchauffer cette eau. Même si on n'a pas de soleil, même par temps gris, on va quand même la monter aux environs de 25-30 degrés. L'hiver, le moins qu'on ait, puisque j'ai des exemples de systèmes qui n'ont pas de compensation, qui n'ont pas de consommation, le ballon n'est jamais descendu en dessous de 24 degrés. Donc sans petite résistance pour faire la pompe. Voilà. Donc en fait, uniquement au solaire, du 1er janvier au 31 décembre, on n'est jamais descendu en dessous de 24. Ouais. Donc même si on doit aller à 60 après, eh ben, on chauffe moins que de l'eau qu'on va tirer sur le service d'eau à 10 degrés. Ok. Donc ces ballons-là, on en a un ici, donc voilà. Ils sont quand même un peu plus massifs, un peu plus Oui. gros qu'un ballon. Ben, ils sont plus gros justement avec la volonté que quand il y a du soleil, eh ben, on préfère stocker une plus grosse masse d'eau chaude, de façon à ce que si on a 3 jours sans soleil, ben, on va quand même avoir une réserve D'eau chaude. d'eau chaude qui sera chauffée par le solaire. Ok. Les gens qui font appel à toi pour se faire installer ça, ils les font installer dans leur maison ou généralement c'est à l'extérieur, vu le volume que représente le ballon? Alors, c'est dans la maison. Donc on travaille, nous, avec une marque française qui, en fait, a développé des ballons, plutôt, des ballons, en fait, qui sont rectangulaires, qui permettent de passer dans une porte de 65. Donc on arrive, en fait, à les installer un peu n'importe où. Bon, ils sont plus encombrants qu'un ballon électrique de 200 litres, c'est évident. Mais par contre, par rapport à d'autres ballons qui font carrément 1m10, 1m20 de diamètre, en fait, là on arrive à passer quasiment partout. Par contre, il faut un emplacement de 60 sur 70 pour les caler. Ok. On y voit un petit peu plus clair dans tout ce bazar. Non, c'est pas simple. On va revenir au lieu un peu isolé.
Donc toi, tu travailles, les gens qui sont en lieu isolé, c'est soit par choix, Mhm. généralement, c'est Soit pas, par obligation. soit par obligation. Mhm. Du coup, toi, tu installes les batteries et puis les panneaux Oui, qui vont avec pour qu'ils puissent être autonomes, quoi. autonome, voilà. Ok. Est-ce que d'être autonome en lumière, c'est dur? En lumière, non. L'autonomie au niveau lumière, c'est relativement simple Ouais. et facile. Hein, ce qui est beaucoup plus compliqué, c'est dès qu'on veut mettre des appareils électriques, genre réfrigérateur, congélateur, qui fonctionnent toute la journée, 24 heures sur 24. Donc en fait, et puis ils vont fonctionner aussi la nuit, et la nuit, c'est toute la nuit. Et arrivé au matin, là, c'est là qu'on va commencer à manquer d'énergie, puisque les batteries n'auront pas été rechargées. Ouais. Ouais. C'est le Donc, problème c'est le problème de que le soleil, on l'a pas toute la journée, enfin, on l'a toute la journée, mais on l'a pas toute la nuit, quoi. exactement. Donc Voilà. à partir en hiver, c'est compliqué à partir de 17 heures, hein, puisque on voit bien ces temps-ci en plus que le soleil il a tendance à se faire un peu rare. Mm. Qu'à 17h, 17h30, là c'est terminé. Hein. Les panneaux ne produisent plus et on n'a pas forcément emmagasiné suffisamment d'énergie pour tenir le coup jusqu'au matin. Ok. Qu'est-ce que tu penses de l'éolien? C'est un beau moyen de coupler avec du solaire ou Alors l'éolien, ça peut très bien marcher, seulement pour que ça marche très bien, il faut installer des éoliennes déjà hors des zones de relief, de rugosité de terrain, comme on dit dans le jargon du métier. C'est-à-dire qu'il ne faut pas d'arbres dans un sigma fait 12 mètres, il faut quasiment aucun obstacle de plus de 4 mètres dans un rayon de 50 mètres pour qu'elle fonctionne de façon optimum. D'accord. Donc, sinon, en fait, elle fait la girouette parce qu'on va avoir énormément de perturbations. Et tout, c'est une éolienne qui cherche le vent, qui tourne, elle ne produit pas. Et les toutes petites éoliennes qu'on voit sur certaines maisons. Alors, les éoliennes de pignon, c'est à bannir, à proscrire, à démonter rapidement. Alors explique-nous ça. En fait, le toit d'une maison, c'est comme je le disais avant, hein, c'est un lieu de perturbation pour le vent, en fait, avec les toits en pente, les obstacles et tout ça, en fait. Il y a des, comment dirais-je, les forces du vent se contrecarrent carrément. Hein, et on est en pleine zone de turbulence permanente. Donc en fait, on a une belle girouette hein, qui cherche le vent en permanence. Alors bon, quand on a de la tempête, ça va produire un peu. Donc ces éoliennes-là avaient été vendues en fait en autoconsommation, presque essentiellement. Ça s'est fait beaucoup il y a une dizaine d'années à peu près. Donc on mettait un onduleur juste derrière et on réinjectait sur son réseau électrique. Donc tout ce qu'elle produisait, c'était un moins qu'on consommait. Par contre, les onduleurs qui étaient mis en place, il n'y avait jamais de compteur, ni sur l'onduleur, ni installé. Pour la bonne et simple raison, c'est quand on faisait le bilan annuel, j'ai fait des expertises sur ce type d'installation. Il y en a beaucoup qui consommaient plus qu'elles produisaient. C'est ballot ça. Oui, donc dans tous les cas, c'est une qui pourrait produire, l'économie serait de l'ordre de peut-être 20 ou 30 euros par an. Ah, donc c'est Voilà, pour une très performante. dérisoire. C'est dérisoire compte tenu de l'investissement qui sont montés à l'époque entre 5 et 10 000 euros. Ouais. Donc et puis elles étaient mortes, c'est de la mécanique, donc chinoise pour 90%. Donc en fait, elles étaient chinoises de mauvaise qualité parce qu'ils peuvent faire pas que des mauvais légèrement. Et généralement, au bout de 7-8 ans, elles étaient mortes. Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est qu'un onduleur? Alors un onduleur, il ne faut pas confondre déjà convertisseur et onduleur. Explique-nous les deux. Voilà. Un convertisseur, c'est un appareil électronique où on va rentrer en continu, en courant continu. Généralement, on entend par convertisseur des appareils qui transforment du 12, du 24 ou du 48 en 220 volts alternatifs, qui va être consommé, où on va pouvoir alimenter le frigo, la télé, etc. Et l'onduleur, en fait, théoriquement, un onduleur, c'est un petit peu la même chose, mais en fait, c'est quelque chose qui transforme le convertisseur. En fait, il a deux fonctions. Il élève le courant et puis il ondule, en fait. L'onduleur, lui, en fait, ne fait que onduler du courant. Donc, on lui fait rentrer normalement du courant à la même tension
et on le fait ressortir en fait à la même tension mais en alternatif. Ok. Du coup, on renvoie tout le monde à aller jeter un œil à ces cours d'électricité au lycée. Voilà. Bah, c'est un peu complexe. Dans les gens là qui sont en site isolé, c'est quoi? C'est des gens qui vivent en bus, en yourte. T'as beaucoup de... Ah, il y a une population qui est quand même assez hétéroclite, hein. On a depuis le gars qui vit dans sa caravane et puis qui est un peu isolé, qui vit dedans, donc qui a généralement un panneau ou deux panneaux, hein, qui a de la lumière, souvent l'ordinateur et puis pour recharger son portable aussi. Mhm. Une télé assez souvent aussi, mais ça va se limiter à ça. Généralement, il n'y a pas d'autre chose, il n'y a pas de frigo, il n'y a pas de... Donc ça, c'est vraiment les petites installations qu'on a fait, mais on en a fait pas mal. On a dû en faire peut-être 30-35 hein, de ce type d'installation. D'accord. En fait, là, c'est très rare qu'on fasse aussi installation, hein. Les gens viennent nous acheter le matériel, les conseils, et puis se débrouillent à Ils font installer ça eux-mêmes. tant bien que mal. Ouais. Souvent, ils reviennent parce qu'ils sont trompés à brancher. Bon. Mais enfin, généralement, ils arrivent à s'en sortir. Ouais. Et puis bon, ça c'est une population. Après, il y a ceux qui habitent dans des chalets, dans des yurts, et tout ça, qui ont besoin d'une autonomie plus importante, qui veulent avoir un minimum de confort. Donc là, bah, c'est sûr ils vont avoir une installation qui va être beaucoup plus conséquente. Importante. Voilà. Là où ils vont mettre 1, 2, 3 kilos de panneaux, voire plus, hein. Le maximum qu'on ait installé en site isolé, ça doit être 5 kilos. 5 kilos. Mais là, il faut, à partir du moment où on a 5 kilos de panneaux et qu'on veut du confort, eh ben, il faut des batteries derrière. Ouais. Hein, c'est le gros point noir en fait de l'installation, c'est les batteries. 3 kilos installés pour être un minimum autonome, en sous, ça représente combien? 3 kilos installés, on va tomber dans des budgets avec les batteries. C'est juste pour qu'on se rende compte un peu qu'on Ouais, est on des... sera dans des budgets tout dépend de la technologie des batteries. On sera entre allez, 9 et 15 000, 9 Ouais, et 15 000 euros. ok. Et un ballon solaire, ça coûte combien à peu près à installer? Alors un ballon solaire thermique, en gros, ça coûte aux alentours de ça, entre 5 et 6 000 euros suivant les conditions d'installation. Ok. Sachant que, sachant que c'est du matériel durable. Ouais. Les cuves qu'on installe sont garanties à vie. Il n'y a pas de corrosion, elles ne changent jamais. Ou si elles pètent dans 25 ans, elles vont être changées dans le cadre de la garantie Ok. du matériel. Les capteurs sur le toit sont garantis 10 ans. Ouais. Donc on a quand même une durabilité de produits. C'est des produits qui sont aujourd'hui, depuis quasiment 14 ans qu'on installe, on n'a pas changé un seul ballon Un seul ballon. ni un seul capteur. Ok. Bon, ce qui peut arriver, c'est un accident. J'en ai eu un il n'y a pas longtemps sur une installation qu'on n'a pas faite. C'est un caillou de la tondeuse qui a volé. On va se diriger tranquillement là, vers la fin de notre échange. Juste deux, trois questions avant. Un, qu'est-ce que tu penses des vendeurs par Internet sur ce type de matériel? Alors, tout le monde n'est pas à mettre dans le même sac, ni sur Internet, ni comme installateur, d'ailleurs, comme entreprise d'installation classique. On peut avoir du bon conseil sur Internet, mais on peut avoir aussi des gens qui cherchent le prix et puis il n'y a pas de conseil, ou alors on leur fait faire des installations qui... Les batteries vont toujours être sous-dimensionnées, Ok. ou le nombre de capteurs va être sous-dimensionné, et en fait ça ne marchera pas, quoi. D'accord. Ça marchera pas. Euh, Donc il faut à tout prix aller vers des gens qui font du conseil et des gens où on n'achète pas un kit comme ça, des gens qui vont avoir un minimum de logiciels en ligne, et des logiciels un peu pointus et performants pour faire un calcul déjà du kit qu'il faut retenir. d'accord. Le fait d'avoir des panneaux installés permet, ou le fait de faire attention à ce qu'on souhaite brancher, permet aussi de ne pas avoir des gros contrats forcément Mm. avec EDF, que ce soit du 12 ou du 9 kVA. Il paraît que paradoxalement, moins tu souhaites avoir de puissance, plus c'est cher. Ah oui, les contrats, moi les contrats sont importants. Si on a un contrat de 6 kW ou un contrat de 12, en fait, ben, on s'aperçoit que proportionnellement celui de 6
est beaucoup plus cher et en plus il a beaucoup augmenté, alors que les autres ne bougent pas. Plus on est haut en puissance, en fait, moins l'augmentation des contrats est importante. C'est une C'est ce qu'on peut, incitation à consommer. c'est ce qu'on peut remarquer depuis 10 ans. Je n'irai pas jusque-là, mais c'est qu'on gagne l'argent où on peut, hein, sachant qu'il y a beaucoup de... c'est, c'est ce qu'on a vu, des augmentations de contrats, en fait, de faible puissance ont été beaucoup plus importantes depuis 10 ans sur des petits consommateurs. Toi, tu es au courant de ça, est-ce que tu es professionnel? Est-ce que tu penses que la personne lambda qui n'a pas le temps de réfléchir à tout, elle est au courant de Bah, ça? il faut se documenter, il faut aller voir des trucs de défense du consommateur, il faut aller voir que choisir, des choses comme ça. On va voir toutes les infos qui vont D'accord. bien, qui vont bien et on va pouvoir être au courant des choses. Et puis bon, ben, un contrat, en fait, une facture EDF, enfin EDF ou autre, c'est très compliqué à lire déjà, parce Mm. qu'entre les taxes de réseau, les taxes de ceci, de cela et la TVA qui est encore par-dessus les taxes, c'est quasiment très difficile à comprendre. Donc en fait, toute la communication est faite sur le prix du kilowattheure depuis de nombreuses années, mais en fait, ce qu'on n'a jamais regardé à côté, c'est les taxes et puis les raccordements qui eux montent tranquillement, mais c'est moins parlant, ça marque moins qu'un prix de kilowattheure. Ok. Est-ce que tu as des chantiers qui te restent en tête, des trucs complètement... Des chantiers qui t'ont marqué, toi, comme ça, complètement bizarre, ou t'as adoré prendre ces chantiers-là? Est-ce que tu as une anecdote comme ça pour nous? Oui, il y a un chantier qu'on a fait il y a maintenant 4 ans en fait, où en fait le client était un gros consommateur puisqu'il était au tout électrique, hein, une belle maison de La Baule, et où il était avec une volonté écologique quand même. Il voulait diminuer son budget déjà au niveau, au niveau dépenses, mais en plus faire quelque chose pour l'écologie. Il avait déjà une maison en ossature bois qui avait une vingtaine d'années. Et donc en fait, il avait un budget, puisqu'il avait eu un héritage ou une vente, je ne sais plus trop. Et il avait un budget, et puis il nous a laissé libre cours en fait pour l'étude, en fait, pour optimiser, lui diminuer de façon conséquente sa facture d'électricité, qui se montait à l'époque aux alentours de 3 500 € par an. Donc en fait, il nous a demandé de lui proposer des systèmes, voilà. En fait, on a eu l'initiative totale Ta carte blanche, quoi. voilà, carte blanche. Donc en fait, on a un petit peu optimisé tout. On a installé un chauffe-eau solaire, déjà, pour remplacer son chauffe-eau électrique. On a installé un, un champ photovoltaïque en autoconsommation, donc qui lui permet d'amortir sur sa facture de chauffage four électrique, et un autre champ solaire, en fait, qui est en autonomie totale, qui lui permet d'alimenter son éclairage, ses box, et tous les petits consommateurs, la régulation du chauffe-eau solaire, par exemple, euh, des systèmes supplémentaires, mais qui sont un peu complexes, donc là je ne vais pas les étaler, qu'on lui avait mis quand je lui ai présenté l'étude, sachant que le chauffe-eau solaire, puisqu'on a de l'eau qui ne coûte pas trop cher en fait allez, 80% du temps, on lui alimente sa machine à laver, son lave-vaisselle directement en eau chaude solaire. Et non plus, on ne fait plus fonctionner les résistances pour chauffer. Donc ça impose des petits systèmes complémentaires. Donc on lui a fait cette étude. Bon, en gros, il a fait un investissement d'à peu près 30 000 euros. Mais aujourd'hui, sa facture est divisée par 3. Ouais, Donc avec un confort qui n'a pas bougé. ouais. Donc bon, effectivement, le retour sur investissement est quand même long, puisque il économise 2 000 € à peu près. 2 000 € par an, 30 000 €, bon, ça lui fait un amortissement sur 15 ans en moyenne. Sachant qu'on a des batteries aussi, et que les batteries seront à changer probablement d'ici une dizaine d'années, c'est-à-dire à peu près tous les 15 ans. Ouais, ok. Donc c'est évident que c'est une installation qu'on a faite aussi pour l'écologie. Le client était très sensible à ce point de vue. Et puis l'autonomie, hein, puisque c'est un client qui s'inquiète un peu pour l'avenir, donc il voulait s'équiper pour ne pas dépendre aussi des fournisseurs qui pouvaient éventuellement avoir des soucis dans les années à venir.
Est-ce que les idées d'effondrement ou de collapsologie sont répandues chez tes clients de façon générale ou est-ce que c'est un par un de temps en temps? Bah, pour l'instant, c'est un par un de temps en temps, mais de plus en plus quand même. Ouais, De plus en plus quand même, hein. On voit des installations où les gens ont un réel souci. Ils installent même, pour certains, leurs panneaux de façon à ce qu'ils ne se voient pas en fait des lieux publics, de la rue et tout ça, parce ils ont peur qu'il y ait une grosse crise et puis que je sais pas, dans les 20 ans à venir, l'énergie, qu'il y ait des gens qui n'hésitent pas à s'introduire pour piquer des panneaux, pas, pas au niveau financier, mais pour avoir de l'énergie. t'en penses quoi toi de tout ça? Je pense que c'est un petit peu aller un petit peu loin maintenant. Ce qui va se passer compte tenu du réchauffement climatique, de la pollution et tout ça, moi je suis inquiet aussi. Est-ce que on va finir notre interview, j'ai quatre petites questions que je pose à tous mes invités. Est-ce que juste avant ça, tu veux rajouter quelque chose, un point de détail, un truc qui te... Comme ça, non, je pense que les gens sont pas assez informés. Et, par exemple, du chauffe-eau solaire thermique, aujourd'hui, je pense qu'on devrait en installer partout. Hein, quand on voit des piscines qui sont en service depuis moins d'un an, qui sont encore chauffées au gaz, alors qu'une piscine, l'eau elle est à 28 degrés maximum, c'est très très facile à obtenir en solaire. Bon, c'est un investissement, mais l'investissement va s'amortir en même pas 5 ans. En même pas 5 ans. Et puis là, on va mettre des milliers d'euros tous les ans pour chauffer de l'eau à 28 degrés. Donc ça me paraît totalement aberrant. Et puis bon, bah, pour le particulier, ben, il va peut-être investir plus cher, mais dans une installation qui va lui durer 20 ans, 30 ans ou plus. Donc je pense que c'est le vrai investissement écologique. Le panneau photovoltaïque, c'est différent. Faut vraiment avoir une volonté et puis d'aller vers l'autonomie, une volonté écologique. Mais bon, les questions de durabilité sont moins nettes que pour le solaire thermique. Ok. Tu te vois où dans 10 ans? En retraite déjà. Ah bah, je suis pas loin de l'autonomie pour chez moi. Ouais. Donc déjà oui, parce qu'en fait c'est une volonté aussi que j'ai depuis de nombreuses années. Donc j'ai tout optimisé, sachant que je ne suis pas un petit consommateur. Mais j'ai tout optimisé au niveau des chauffages, au niveau des chauffe-eau solaires et de la production photovoltaïque. Ok. Maintenant, savoir où on sera dans 10 ans, c'est une grande question. J'aimerais bien le savoir. Est-ce que, je sais pas si tu as le temps de lire, mais est-ce que dans ta vie, il y a un livre qui t'a un peu percuté, un peu chamboulé, que tu souhaiterais partager? Est-ce qu'il y a un truc, un livre qui te vient comme ça? Ah, comme ça, il y en a beaucoup qui m'ont plu, mais comme ça, point pour point, non, rien de. Non, je Prends suis le en temps de train de relire réfléchir plus, d'ici la fin je suis de... en train de relire plus que les classiques pour l'instant. Donc Tu lis quoi? bah, du Balzac, du Zola, du D'accord. Flaubert, donc c'est plus des trucs, mais C'est beau comme conseil aussi. ouais, ouais, parce que je les ai lus, j'étais trop jeune pour les lire. Aujourd'hui, Ouais. je les relis, et c'est bien. Philippe, la vie, ça sert à quoi? Ah, bonne question. Ça sert à quoi? Je sais pas. Je sais pas. D'accord. Je sais pas. Il faut essayer d'être heureux déjà, ce qui n'est pas forcément simple. Le bonheur n'est pas facile à trouver. Et puis le bonheur n'est pas le même pour chacun. Chacun ne trouve pas. Il y en a qui vont trouver du bonheur à conduire une belle voiture, ou à regarder un grand écran. Il y en a qui vont le trouver à lire un bouquin ou se balader en forêt, ou être dans sa petite famille. Donc c'est vraiment une notion Aléatoire. très aléatoire. Est-ce que pour finir cette interview, je demande ça à tous mes invités, est-ce que tu aurais une petite histoire, un truc sympathique que j'emmène avec moi après qu'on soit quitté? Comme ça, vu que j'avais rien, une petite histoire. Non, des petites histoires, j'en ai tous les jours en fonction des gens que je rencontre, hein. Je rencontre des gens très sympathiques, d'autres beaucoup moins, hein, d'autres qui ne pensent qu'à leurs intérêts financiers et autres. Hier, j'étais avec quelqu'un de très sympathique, hein, qui est effectivement
dans la théorie de la collapsologie. Donc, mais bon, la discussion était constructive et puis on échange bien. Donc la petite histoire, bah non, c'est quand même on peut échanger, on a parlé de tout, de nos vies même privées. Et c'était sympa, j'ai passé plus de temps à discuter que finalement travailler. Ça arrive. Voilà. Ok. Ça y est, c'est fini. Philippe Gouret, merci. Merci Karl, à toi. Tu peux couper la fin. Non, tu peux pas couper. Interview nomade.